Salut, moi c'est Chloé. Et moi, c'est Gaïa. Si tu te retrouves là à nous entendre parler, c'est que tu t'apprêtes à écouter notre podcast. Alors que tu sois avec des potes, seul, dans ton canapé ou même aux toilettes, installe-toi, prends le temps, mets-toi bien. Tu peux même faire des pauses et revenir plus tard, et n'hésite pas à nous envoyer un message si tu en ressens le besoin. Allez, c'est parti. Donc bonjour, je m'appelle Marie Lahotte, je suis psychologue à la Maison des Adolescents de Lorch. L'AMDA, en fait, c'est un lieu d'accueil et d'écoute à destination des ados de 11 à 25 ans et aussi des parents d'ados. Donc ça peut être la santé, sexualité, les problèmes familiaux, des questions autour de leur avenir ou éventuellement un mal-être. L'accueil est gratuit, confidentiel et anonyme, et l'ado peut venir seul, accompagné d'un ou d'une amie ou d'un adulte de confiance. Donc ça peut être un parent, un prof, un professionnel. Voilà. Super, et merci d'être avec nous. Du coup, on va te poser quelques questions par rapport à la thématique de notre podcast, donc autour de la violence. Et la première question qu'on se pose, c'est comment toi tu définis la violence, en tout cas la notion. Alors, la violence, c'est utiliser de manière délibérée la force ou le pouvoir, ou alors menacer de le faire, contre soi-même ou contre une autre personne. La violence peut entraîner un traumatisme, des blessures physiques ou psychologiques pour celui qui l'a subi. Alors, il existe plusieurs types de violences. Les violences verbales, le harcèlement physique et psychologique, les violences contre les biens, donc la dégradation, la destruction ou le vol de biens d'autrui, les violences sexuelles, les violences physiques, les cyberviolences, les propos diffamatoires, discriminatoires, l'usurpation d'identité, le piratage de compte, les propos humiliants, agressifs ou injurieux. Quand on entend du coup ta définition de la violence, on se rend compte qu'il y a plein de formes de violence différentes et que c'est pas juste la violence physique comme on peut le penser. Donc c'est hyper intéressant. Et nous, l'une des questions qu'on se posait, c'est est-ce que pour toi, cette problématique de la violence, elle touche les adolescents? Alors on retrouve de la violence à tous les âges de la vie. Par exemple, les bébés qui n'ont pas encore accès, enfin les enfants, les jeunes enfants qui n'ont pas encore tout à fait accès à la parole peuvent avoir recours à la violence pour exprimer des choses. Mais à l'adolescence, c'est vrai que c'est une période avec beaucoup de changements, durant laquelle on passe de l'enfance à l'âge adulte, et il y a de nombreux bouleversements. Beaucoup de questionnements autour de l'identité, qui on est, d'où on vient. Beaucoup de changements du corps, des changements aussi par rapport à la place qu'on occupe dans la famille. Et c'est vrai que certains adolescents peuvent exprimer leur mal-être au travers de la violence. Voilà, il y a plusieurs types de violences à l'adolescence. Déjà les violences exercées entre les adolescents, donc on en parlait tout à l'heure, la question de cyberharcèlement, les violences physiques par exemple. Il existe aussi des violences au sein de la famille, soit que l'adolescent subit, soit dont il est témoin. Et enfin, des violences au sein des relations amoureuses. Et puis je pense qu'il est important aussi de parler des violences qu'on peut exercer contre soi-même, pour exprimer ou alors tenter de soulager sa souffrance. Ouais, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des jeunes, de la souffrance sur soi. Ouais. Et moi, j'avais une question, c'est vrai que tu parles de cyberharcèlement. Est-ce que vous, à la MDA, c'est quelque chose que vous recevez beaucoup, des jeunes qui ont pu subir ce type de problématique-là? Oui, ça arrive assez régulièrement qu'on puisse recevoir à la maison des adolescents des jeunes qui ont subi ce type de harcèlement. Je pense que c'est important de se tourner vers des professionnels dans ces moments-là pour en parler et puis pour essayer de trouver des solutions, pour pas rester seul face à tout ça. Juste pour que ce soit clair pour tous ceux qui pourraient écouter, comment est-ce qu'on peut se dire que là, on subit du cyberharcèlement? Je pense que toutes les formes de violence, c'est-à-dire que de l'extérieur, on peut considérer que parfois c'est des choses qui sont pas graves, etc. Sauf qu'on se rend pas compte de la manière dont la personne en face la reçoit. Et je pense que c'est ça qui fait que on tombe dans la violence. C'est la manière dont la personne le reçoit en face. Donc je pense que c'est important d'être bienveillant, respectueux, comme on est dans la vie, aussi sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Après, quand on commence à parler de harcèlement, il y a quand même un certain nombre de critères quand même qui font qu'on tombe dans le harcèlement, et notamment le fait que ça soit répétitif et sur la durée, et que la personne, elle le vive de manière quotidienne. Voilà. À mon avis, c'est ça aussi qui fait qu'on tombe dans du harcèlement et qu'on n'est plus uniquement dans une forme de cyberviolence isolée. Et c'est vrai que pour le harcèlement, il y a la notion de répétition, mais du coup, pour la violence, pas spécifiquement en fait. La violence, ça peut être une fois et pas forcément répétitif du coup. Oui, et c'est pas parce que c'est un événement isolé que ça le rend moins violent. Voilà, un événement isolé peut, en fonction de la manière dont la personne le vit, être tout aussi violent que si c'est répété dans le temps. C'est vraiment propre à chacun en fait.
C'est important de s'écouter soi. Oui, parce que des fois, enfin, c'est plus dans le regard de l'autre qu'on juge la violence, alors que finalement, des fois, ce qui nous fait violence pour nous, on s'écoute pas assez et Ouais. des fois, on n'en parle pas en fait. Donc, c'est dommage de rester isolé là où on pense subir de la violence. Et du coup, une autre petite question pour toi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à une personne qui est victime de violence? Alors, je pense que le plus important dans un premier temps, bah, c'est de l'écouter, de lui dire qu'on croit en ses paroles, en ce qu'elle peut nous apporter de son propre vécu, expliquer de son propre vécu. Dans un second temps, peut-être aussi valoriser la démarche. C'est jamais évident de se tourner vers quelqu'un d'autre pour dire ce qu'on a vécu. Parfois, on a honte, on est mal à l'aise. Donc, c'est vraiment important de valoriser cette démarche faite par la personne qui subit la violence. La rassurer aussi par rapport au fait qu'elle n'est pas responsable de la violence qu'elle subit. Lui dire que ce qu'elle a vécu n'est pas normal aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois, d'autant plus quand on le subit de manière régulière, dans la famille, ou dans une relation amoureuse par exemple, de se dire que finalement ce qu'on vit c'est pas normal. Et je pense que l'important aussi c'est de lui proposer de se tourner vers un adulte de confiance, de pas garder ça pour soi. C'est important d'être là pour l'écouter. Maintenant c'est important aussi de se tourner dans un second temps vers un adulte de confiance, en tout cas de le proposer. Et c'est vrai que parfois ça peut prendre aussi un peu de temps pour que la personne qui subit ces violences s'autorise à aller vers un adulte de confiance. Et puis dans les cas vraiment inquiétants, avec un danger avéré, ben là je pense qu'il faut peut-être, même si le copain, la copine n'est pas d'accord, ben, s'autoriser soi-même à aller alerter, voilà, pour protéger aussi la personne qui subit des violences graves. Oui, Ouais. c'est ça. Et quand tu dis personne de confiance, c'est pas forcément les parents. Ça peut être tout adulte, en fait, autour de nous, en qui on a confiance. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes pensent qu'il y a que les parents vers qui on peut se tourner. Mais des fois, ça peut être un professeur, un professionnel, un ami. Mais finalement, il y a plein de gens autour de nous qui peuvent. Oui, un ami de la famille, le médecin, enfin vraiment la personne avec qui le jeune se sent le plus à l'aise, avec lequel il est le plus en confiance. C'est pas uniquement les parents. À aucun moment on peut dire que la victime est Responsable des actes posés par l'autre. C'est ça. On n'est absolument pas responsable de la manière dont on se positionne l'autre. C'est-à-dire que la violence, elle est punie par la loi. Donc on peut pas, en France et dans les dom-toms, sur le territoire français, n'a pas le droit de mettre une gifle à un enfant. Comme un enfant n'a pas le droit de violenter son parent. Et c'est compliqué de se dire qu'à un moment donné, les normes sociales, elles toléraient les violences sur les enfants. Mais après, ça pose plein de questions qui découlent de ça. C'était aussi la place qu'on donnait à l'enfant et à l'adolescent, qui n'était pas considéré comme un sujet à part entière. Et que pour éduquer l'enfant, il fallait avoir recours, il fallait inférioriser l'enfant par rapport à l'adulte. Et que là, on est plus, la société évolue et permet à l'adolescent d'avoir une place d'individu au même titre que l'adulte. Mais ce qui est compliqué aussi pour les parents, et d'ailleurs les parents le disent très bien, d'accord, mais comment on fait nous pour faire respecter notre place d'adulte, pour mettre des limites aux gamins si on peut plus, si on n'a plus la petite claque ou la petite peur. Pas que la petite claque, il y a aussi tout ce qui va être après les violences ordinaires, les violences éducatives ordinaires qu'on peut retrouver aussi dans la relation parent-enfant, qui vont être des intimidations, du chantage, des privations aussi. On peut avoir des parents qui privent l'enfant d'une activité sportive, du lien avec les copains. Voilà. Du coup, maintenant on va passer aux questions qu'on a pu avoir de la part des jeunes, parce que là c'était plus de ton point de vue et de manière générale sur la violence. Première petite question, c'est de savoir si la violence a des degrés qui sont plus tolérables que d'autres. Alors comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aucune violence n'est anodine et quelque chose qui peut être considéré comme non grave ou sans conséquence par quelqu'un de l'extérieur peut être subi comme très violent de la part de celui qui reçoit la violence. Okay. Est-ce que tu penses que l'amour peut excuser la violence exercée sur quelqu'un ? Alors, de mon point de vue, aucune forme de violence n'est excusable. Au contraire, je pense que dans une relation amoureuse, ce qui est important, c'est de se respecter, d'avoir confiance l'un en l'autre et de se sentir en sécurité. Donc, voilà. Ok.
Du coup, l'avant-dernière question par rapport à nos discussions avec les jeunes, c'est de savoir si l'apparition de la violence est liée ou peut être liée à l'éducation, et si d'après toi, il existe des phénomènes de reproduction. Lorsqu'on a subi des violences durant l'enfance, on est effectivement plus à risque d'avoir recours à la violence, que ce soit contre soi-même ou contre les autres, à d'autres moments de sa vie. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. C'est pas parce qu'à un moment donné de sa vie, on a subi des violences que forcément on va être dans la reproduction. Ça peut être comme, vu un peu comme une fatalité, et aussi ça peut aussi faire peur à certains. Hein, Oui, de de se dire, je vais euh, devenir pareil. c'est horrible, moi je peux jamais Ouais. avoir d'enfant parce que vu comment j'ai été élevée, moi je vais élever mes enfants Ouais. pareil, alors que non, pas forcément finalement. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve souvent dans le discours des jeunes qu'on accompagne, cette crainte d'être à son tour violent parce que on a subi des violences, des maltraitances quand on était enfant. Et on accompagne ces jeunes-là aussi pour les aider à se rassurer par rapport à ce genre de questions. C'est pas parce qu'on a soi-même subi de la violence qu'on la répétera, que ce soit dans ses relations amoureuses, que ce soit quand on sera parent un jour. Voilà, c'est pas du tout une fatalité. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller voir des professionnels pour en parler, quoi. Ouais, De pouvoir parler de ça pour justement déconstruire tout ça et du coup être accompagné pour comprendre que c'est pas forcément de la reproduction, quoi. Et du coup, dernière question de la part des jeunes, c'est de savoir si le fait de ne pas être reconnu dans son genre d'appartenance, si c'est une forme de violence. Oui, effectivement, c'est une forme de violence. C'est vrai que ce qui est compliqué actuellement, c'est que la société n'est pas toujours très bienveillante face à ce genre de problématiques chez les jeunes. Mais en tout cas, oui, ça constitue une forme de violence. Si jamais des jeunes se retrouvent dans cette situation-là, moi je les invite à se tourner aussi vers un adulte parce que les adultes, on peut être aidants justement pour pour médiatiser en fait, pour faire le lien entre les personnes violentes. Donc parfois ça peut être aussi l'école, les parents qui acceptent pas le jeune, l'identité, qui il est. Et nous on peut vraiment être aidants dans les professionnels de manière générale, les adultes de confiance pour aider le jeune à être accepté. Après il faut être vigilant parce qu'effectivement cette violence-là, elle peut aller jusqu'à la transphobie. Du coup, Nara, petite question pour conclure ce podcast. Si toi, tu avais un conseil à donner à un jeune qui est victime de violence, qu'est-ce que ce serait? Je pense que le maître mot, c'est vraiment de pas garder les choses pour soi, même si c'est pas facile d'en parler, parce que souvent c'est des sujets tabous, d'autant plus quand on le vit dans son intimité, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses. L'idée, à mon avis, principale, c'est d'en parler à un ami en qui on a confiance, à ses parents, à un professionnel, quel qu'il soit, quelqu'un de confiance pour déjà vider son sac, voilà, parce que c'est une grande souffrance pour les personnes qui le subissent, et puis pour aussi être aidé dans la recherche de solutions, parce que quand on est tout seul, qu'on subit ça, parfois on a l'impression que voilà, il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas agir, et l'idée de se tourner vers quelqu'un d'autre pour essayer de chercher ensemble des solutions, ça me paraît important. Ouais. De ne pas rester seul et du coup de ne pas se sentir seul aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et de s'autoriser à en parler à quelqu'un en qui on a confiance. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Et ben avec plaisir. Petite ressource. Et puis si besoin, n'hésitez pas à vous tourner du coup vers la MDA qui pourra vous accompagner ou répondre plus à ces questions au besoin. À bientôt. Les violences sont punies par la loi. Salut, moi c'est Chloé. Et moi c'est Ogaya. Ah, je croyais que tu voulais t'arrêter.